faire un personnage crédible, lorsqu'on dessine, pour se faciliter, on cherche des modèles. Alors on peut avoir un modèle qui pose, on peut prendre des photos. Et moi, pour créer ce personnage, je me suis un peu inspiré de moi-même. J'avais un miroir. Mais c'était du style, mon personnage, il va avoir les cheveux blonds ou bruns, il va être... voilà, donc je lui ai donné des caractéristiques qui étaient les mêmes. Ça a joué comme ça, et ça a joué aussi sur le plan du scénario. Je lui ai prêté mes sentiments. Et, et voilà, ça a donné ce personnage de Jonathan. Quand on est au fond, on idéalise un peu ce qu'on aimerait devenir. On a une espèce d'idéal pour soi-même, une projection. Et voilà, c'est un petit peu la version améliorée de son auteur. J'ai un lecteur une fois qui m'a dit « Jonathan, c'est vous customisé ». J'aime bien cette définition, mais c'est ça, c'est une version améliorée. C'est un peu ce que j'aimerais être. C'est pas un homme parfait, il a ses défauts, mais enfin, je trouve qu'il a un meilleur équilibre entre défauts et qualités que chez moi. Mais c'est une espèce d'autobiographie imaginaire. Là, on est au bord du lac d'Arnon, Arnonsee, parce qu'on est à la limite de Berne et Vaud. C'est un endroit auquel on n'accède pas trop facilement, donc c'est assez calme. Parfois, j'ai l'impression de tomber amoureux d'un paysage. Mais vraiment, c'est pas uniquement esthétique, visuel, c'est aussi affectif. Et je suis triste quand je quitte cet endroit, c'est une séparation. J'adore la nature, c'est un régal. Il y a une richesse de forme qui est 1000 fois plus importante que de notre imagination et notre mémoire. Donc déjà ça, on apprend beaucoup de choses simplement en observant. Le dessin, c'est avant tout l'observation, la main est très secondaire. Alors il y a des formes qui obéissent à une certaine logique, à notre connaissance, comme les végétaux, où on a des concepts, la tige, les feuilles, les fruits, les fleurs, etc. Et puis quand on va un peu plus haut dans la montagne, avec les rochers et la neige, là on arrive au domaine que je préfère, c'est quasiment de l'abstrait, hein, parce que les rochers n'obéissent à aucune logique, en tout cas aucune logique que moi je comprends. Donc ça devient des formes gratuites. Et c'est fascinant de voir toutes ces œuvres abstraites. J'ai longtemps cherché un chalet dans les Alpes valaisannes. J'ai pas trouvé. Et finalement, je suis venu me balader dans les Alpes vaudoises, un peu par hasard. Et voilà, j'ai trouvé ce chalet, un petit coup de foudre, et je me suis ancré ici. Et j'apprécie énormément, lorsque je fais une pause, que ce soit d'une heure ou d'une journée, de marcher en montagne ou de skier en hiver. Et oui, je trouve que ça me recharge, je me sens bien. Et finalement, alors mes amis se disent « Mais tu vis dans un trou perdu, t'es un sauvage ». J'aime bien, je trouve que c'est une qualité de vie.
Pour moi, c'est le grand plaisir, c'est le privilège de l'auteur de bande dessinée, c'est qu'il maîtrise complètement. Contrairement au cinéma, par exemple, où il y a des équipes, etc. Donc, écriture du scénario, plutôt au retour de voyage. Moi, j'aime bien que mes repérages nourrissent le scénario. Voilà, j'ai fait le casting, on peut dire. Hein. Je fais aussi l'acteur, parce que pour dessiner un personnage, il faut un petit peu le jouer. Le costumier, je décide comment tel personnage sera habillé. Décorateur, puis dessin, avec 2 étapes techniques. D'abord le crayon, puis après ancrage à l'encre de Chine. Et pour finir, la couleur. En résumé, je suis complètement libre. Jonathan, c'est toute l'enfance pour moi. Non seulement Cosette a été une influence en tant que lecteur quand j'étais petit, mais après, tout ce que j'ai bâti moi-même dans la bande dessinée lui doit énormément, de par sa vision de la nature, sa vision aussi des rapports humains, des choses subtiles. Et puis, ma part dessinateur dirait regarde comment il dessine les brochets, regarde comment il fait les cours d'eau, regarde comment il fait les arbres, regarde comment il fait les montagnes, regarde comment il fait les plans successifs. Premier plan avec un arbre tordu, après tu as un aplat qui est plutôt blanc, après tu as une cour. Souvent j'aime à rapprocher son dessin de l'art japonais. Pour moi, c'est un grand plaisir de dessiner la montagne parce que c'est cet univers minéral, des rochers. Et puis, alors, il y a la neige, bien sûr, que j'aime dessiner peut-être par paresse. C'est-à-dire, la neige, je la non-dessine. Puisque je travaille sur du papier blanc, je vais dessiner le rocher, le sapin, le skieur, le ciel. Ça va assez vite aussi, hein, le ciel. S'il n'y a pas trop de nuages. Et la neige, elle est déjà là. Et puis c'est aussi une façon de donner un petit peu de travail au lecteur pour l'occuper. C'est pas tout à fait gratuit ce que je dis, c'est-à-dire que la ligne du rocher, là où s'arrête le rocher, ben évidemment c'est là où commence la neige. Donc il y a cette espèce de magie qui fait qu'effectivement c'est le lecteur qui dessine la neige. Là en bas, là c'est très joli, ça c'est magnifique. Mais au-dessus des rochers, tu vois, il y a une traversée qu'on doit faire. Bernard a une façon de dessiner la montagne qui est tout bonnement exceptionnelle. Hein. C'est plus de la bande dessinée, on pourrait en faire des tableaux, c'est sûr. Hein.
Au fait, François, c'est un ami d'enfance. D'ailleurs, on s'est rencontrés dans une librairie de bande dessinée. On ne s'est plus quitté depuis ce moment-là. Mais on avait 12 ans à l'époque. On passait nos après-midi à lire des bandes dessinées toute l'après-midi. On se mettait 2 chaises longues à boire des sirops et puis on lisait des piles de bandes dessinées, Lucky Luke, etc., Tilleux. Alors j'ai été libraire de bande dessinée, j'ai été président des libraires suisses de bande dessinée, puis premier lecteur. Mais pas le dernier. Au fait, François, c'est mon état-major de crise. Quand j'ai des problèmes de scénario, je l'appelle en urgence. Et j'y réfléchissais, essayer d'analyser ce qu'on fait. Au fond, on n'a pas changé. C'est comme quand on était gamin, on se raconte des histoires. Je te dis, alors là, il y a des Indiens, puis il y a la diligence, puis il y a le shérif. Puis tu me dis, oui, mais ce serait ça a mieux. un petit peu évolué quand même depuis les Indiens à la diligence. Ouais, maintenant, c'est des Tibétains. Exactement. Je sais pas, vers l'âge de 10 ans, j'ai essayé de faire mes propres albums. Alors j'étais complètement naïf, bien sûr. Je me rendais pas compte que chaque page se dessine séparément. Donc je faisais l'album que j'agrafais. Enfin, je faisais des mini-albums avec des personnages qui prétendaient être les miens, mais c'était des pâles copies de ce que j'avais lu, bien entendu. Je pensais qu'agrafer, c'était plus pro. Et, je mettais copyright, édition, machin. Mais vraiment, c'était un rêve que j'avais envie de réaliser. À cheval, Claude de Ribaud-Pierre. À moto, Bernard Cozandet. Mais pour les amateurs de bande dessinée, De Rib et Cozet, 2 dessinateurs suisses qui hantent la Riviera vaudoise et qui prennent un plaisir tout particulier à se mettre en scène l'un l'autre dans leurs histoires. Mais ça commençait bien parce que me faire piloter un Boeing, c'était assez flatteur dans le fond. Mais t'en fais pas, moi j'étais aussi... Oui, je m'y attendais un petit peu. Merci. Quelque part, en fait, là, tu vois, t'es entouré de bandits, là. Sympa. Puis t'es aussi un bandit. Le moins antipathique des trois. Qu'on le veuille ou non, il y a une nostalgie. C'était quand même extrêmement léger. C'était facile, c'était agréable. On riait beaucoup, si tu te souviens bien. Énormément. On a même fait peur. On a effrayé 2 ou 3 voisins qui ont déménagé. Oui, Ouais. et surtout, je ne sais pas si tu te souviens d'un coloriste. Oui, On oui, cherchait un coloriste. J'ai fait 3 rencontres déterminantes dans ma vie à ce jour. La mère de mes enfants, quelqu'un qui s'appelle Jean Klein. Et en fait, ma rencontre avec De Rib, ça a été vraiment un grand moment parce que je rêvais de faire de la bande dessinée. C'était un rêve inaccessible. Et puis, j'ai lu un article, une interview dans un quotidien lausannois. Spirou a porté chance à Claude de Ribaud-Pierre. On mentionnait la Tour de Paix, donc j'ai cherché dans l'annuaire téléphonique, je l'ai appelé. C'était le début d'une grande amitié, mais c'était surtout pour moi l'ouverture des portes de la bande dessinée. Il n'y avait rien en Suisse, c'était en 67, 68. J'avais 17, 18 ans. Et moi, j'étais ravi d'avoir quelqu'un en Suisse qui s'intéressait à la bande dessinée. Et puis, ce dont je me souviens, c'est que dès qu'il a terminé son brevet de graphiste, qu'il a son diplôme, il m'a demandé s'il pouvait venir régulièrement ici. Et ça a duré 7 ans. Il m'aidait dans des couleurs. Il a fait des couleurs, beaucoup de couleurs pour Go West, que j'avais fait avec Greg dans Tintin. Il a fait quelques couleurs d'Yakari et 2 ou 3 pages de Buddy. Et c'était sa manière à lui de me donner un petit coup de main, puisque je lui donnais un petit coup de main sur ses planches, quoi. On a eu les mêmes sources d'inspiration à travers Tintin et Spirou. Et moi, je le considère un peu comme un frère dans la bande dessinée.
Tu connais ces feutres, hein? Oui, oui, je les Toi, connais. tu fais des croquis avec ça. Je fais des crois, croquis ouais. dans la nature, ouais, Ouais, mais ouais. pas sur mes planches. Tandis que moi, Bernard a été très vite tenté par la montagne. On a fait pas mal de ski ensemble. Il fait plus des balades que du ski. C'est pas pour rien, hein. Après tous les voyages qu'il a fait au Tibet ou ailleurs, en Inde, etc., c'est parce qu'il a besoin de se nourrir de nature et de contact humain, etc. Et c'est ça aussi qui nous rapproche. Je crois qu'on a tous les deux des BD qui sont axés sur le rapport humain et la nature, plus que sur le gag et sur l'intrigue policière. Je travaillais déjà chez De Rib et j'avais l'idée, on ne sait pas d'où viennent nos idées, mais l'idée d'un personnage amnésique, peut-être que ça venait un peu de la lecture de Jung et de l'idée de l'inconscient et de tout ce qui est en nous et qu'on ignore. Le Tibet m'intéressait et puis j'ai lu, à ce moment-là, c'était tout nouveau, le roman de Richard Bach, Jonathan Livingstone, Le Goéland. J'ai adoré ce roman. Il n'y avait pas encore le film. D'où le nom de mon personnage, sans scrupule, puisque Livingstone est un oiseau. Donc, et la comparaison s'arrête là, mais quand même. Dans ces années-là, il y avait tellement peu de photos sur le Tibet qu'après un album et demi, j'étais à court de documents, je n'avais plus rien. Le Tibet était complètement fermé. Et le Ladakh venait de s'ouvrir 3 mois plus tôt, donc je suis parti, voilà, parce que j'avais besoin de documents. Et je me suis rendu compte très vite que c'était une richesse extraordinaire d'aller faire ces documents soi-même, que c'était d'abord un plaisir. Et puis ça m'a aussi donné un sentiment de liberté par rapport à mes scénarios aussi, de voir que je pouvais faire plein de choses. Et ce qui était exceptionnel, ce premier voyage, m'a poussé à en faire un deuxième, troisième, et en faire presque un système d'aller sur place. L'Asie m'attire, sans doute pour sa culture, ses cultures, spiritualité, culture artistique, et d'ailleurs elles sont liées l'une à l'autre, bien sûr, complètement. Mon intérêt s'est élargi peu à peu dans toute l'Asie. Jean-Pierre Grandjean, je l'ai rencontré lors de cet apprentissage des graphistes, donc vers 16-17 ans. Il suivait les mêmes formations. Lui est photographe et on partageait le goût du visuel. Puis on s'est un peu retrouvés par hasard et on a découvert que tous les deux, on aimait le voyage et particulièrement l'Asie. Ce qui fait qu'à un moment donné, on a commencé à faire quelques voyages ensemble et on a multiplié ça. Vietnam, Laos, Cambodge, Birmanie, Tibet. Celui-là, il représente quelque chose de fort pour moi. Saigon, Hanoï, c'est un voyage marquant quand on est parti dans cette ancienne Indochine par le Laos, le Vietnam. Et ouais, voilà, là je tombe sur cette page-là où on a le passage du train, on a toute ce qu'on appelle le long de la route mandarine, hein, entre Hanoï, Ho Chi Minh, qui est quand même pour moi Saigon. Et vous voyez, par exemple, dans un album comme ça,
Et rien que le fait il reprend l'en-tête de lettres du Rex Hotel, c'est absolument fabuleux. Ici, on a rencontré ensemble tout un groupe d'anciens combattants. Voilà, un personnage qui est anonyme, mais moi je sais qu'elle s'appelle Tui. Et puis qu'on l'a connue là-bas, qui était très sympa. Et c'est sûrement des souvenirs aussi pour Bernard très très forts. Moi j'ai l'impression quand je vois un album comme ça que l'histoire est déjà merveilleuse en soi, parce que c'est un très très bon scénario de ce bouquin. Mais pour moi c'est vraiment une bonne partie, c'est un album de souvenirs qui est fabuleux, fabuleux, magnifique. Et je pense que dans les Jonathan, on en revient toujours à ce frère jumeau. Finalement, il exprime au travers de ses textes, de ses dessins, sa manière de faire, son caractère. Il est avare de traits, mais les traits sont beaux. Et comme il est avare de mots, souvent, parce que c'est difficile de le faire parler, moi je trouve. Mais c'est vrai que même pendant le voyage, quand on est ensemble, des fois il ne dit pas grand-chose. En ce qui concerne Jonathan, logiquement, ce sont des histoires quand même tout petit peu réalistes. C'est pas un héros, c'est pas Superman. Donc il devrait vieillir un peu. Et alors là, j'ai trouvé une espèce de compromis. En fait, il est le contraire des chiens. Il vieillit 7 fois plus lentement que nous. Jonathan. Alors il en est à une espèce de boucle qui se forme avec ce nouveau 16e album qui s'intitule Celle qui fut. Une boucle, ça veut dire que c'est la fin d'un cycle qui fait allusion au tout premier titre qui s'intitulait Souviens-toi Jonathan. Mais je sais pas, peut-être que c'est la fin définitive de cette série. Probablement que ça n'est qu'une fin provisoire, que ça redémarrera, mais d'une autre façon. Je sais pas, j'ai jamais eu de plan à long terme. Je sais pas du tout ce que je vais faire dans 6 mois. Aujourd'hui, par moments, je repense à cet état d'esprit que j'avais quand j'étais gamin, et je me dis que si j'avais pu voir les albums que j'ai réalisés aujourd'hui, j'aurais pas cru. Je me serais dit, c'est pas possible, c'est pas moi qui ai fait ça. Honnêtement, j'aurais été très, je sais pas comment le dire, mais très impressionné, ouais.